Le matin s'ouvrait comme un drap gris. Décembre, à la périphérie de Dijon, avait toujours ce goût de silence froid qui s'infiltre jusque dans les doigts. Je venais d'allumer le petit radiateur du salon quand j'ai entendu frapper à la porte. Pas un visiteur, je n'en avais plus depuis longtemps, mais le facteur, le visage rougi par le vent. « Un colis pour vous, Madame Delaunay. » Il a souri par politesse, comme on sourit à une vieille dame qu'on croit seule. Sur la boîte en carton, une étiquette imprimée. Expéditeur, Paul et Élodie. J'ai senti un frisson me parcourir, un mélange d'attente et d'appréhension. Mon fils, ma belle-fille. Peut être un mot, une photo, quelque chose pour Noël. Je l'ai posé sur la table, à côté de ma tasse de café encore tiède. J'ai hésité avant de l'ouvrir, savourant quelques secondes d'illusion. Puis le ruban adhésif a cédé dans un petit bruit sec. À l'intérieur, une boîte métallique, couleur crème, décorée de biscuits dessinés en relief. « La bonne saveur », disait le couvercle. Je l'ai ouverte. L'odeur du fer m'a frappée avant celle du sucre. Quelques biscuits cassés, friables, jonchaient le fond. Parmi eux, une carte de fidélité de supermarché, expirée depuis 6 mois. Pas de mots. Pas un bonjour, pas un maman. Rien. Le silence emballé dans du carton. J'ai posé mes lunettes. Les miettes luisaient dans la lumière pâle du matin. J'ai eu l'impression qu'elle me regardait. Comme si tout mon passé tenait maintenant dans cette poussière sucrée. Je suis resté longtemps debout, incapable de jeter la boîte ni de la refermer. C'était idiot, peut-être, mais je cherchais une explication. Un oubli? Un malentendu? Mais non, il n'y avait pas d'erreur d'adresse. C'était bien mon nom, mon écriture d'autrefois recopiée sur l'étiquette. Paul, mon fils unique. Celui que j'avais porté dans le ventre pendant 37 semaines, celui pour qui j'avais vendu ma bague de fiançailles, pour qu'il puisse partir à l'université. Je me suis assise. Le froid du carrelage me remontait dans les jambes. Je regardais les biscuits, brisés nets, sans même un papier pour les protéger. C'était ça, leur cadeau. Un geste automatique, sans regard, sans pensée. L'amour réduit à un colis. Et pas même un mot pour dire « bonne fête, maman ». J'ai murmuré « c'est donc ça », leur souvenir de moi. Les mots ont glissé dans la pièce, sans écho. Le tic-tac de l'horloge semblait soudain plus fort, plus ironique. Chaque seconde sonnait comme un reproche. Je n'ai pas pleuré. Les larmes, je les ai laissées ailleurs, dans des années où j'espérais encore. Je me suis levée, doucement, et j'ai pris la boîte. Le métal froid m'a gelé la paume. Je l'ai déposée sur le buffet, entre le vase vide et les lettres que je n'ouvre plus. Puis j'ai sorti mon petit carnet noir, celui que j'avais commencé après la mort d'André, mon mari, mon seul vrai témoin. Sur la première page, il y avait une phrase qu'il avait écrite un jour. « Rien ne casse vraiment si c'est encore aimé. » J'ai souri tristement, et j'ai ajouté, de ma main tremblante. Aujourd'hui, j'ai reçu un cadeau vide, et c'est moi qu'on a voulu ranger dedans. Le stylo a gratté le papier un peu trop fort, comme si chaque mot devait s'imprimer dans la mémoire du monde. Je me suis relu plusieurs fois. C'était net, froid, exact. Pas de pathos, pas de colère. Juste une constatation. Le lien s'était effrité, comme les biscuits. J'ai replacé le carnet dans le tiroir, puis j'ai repris la boîte. Je l'ai ouverte une dernière fois. Le couvercle grinçait, plaintif. J'ai pris un morceau, l'ai porté à ma bouche. Le goût de rance et de poussière m'a fait grimacer. J'ai reposé le reste. En me relevant, j'ai vu mon reflet dans la vitre. Une vieille femme droite, les épaules encore solides, le regard clair. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti non pas de la tristesse, mais une sorte de lucidité froide. Quelque chose venait de se briser. Oui, mais autre chose venait de naître. Une décision. Je me suis approchée de la fenêtre. Dehors, la neige commençait à tomber, fine et régulière. Chaque flocon semblait poser un voile sur la ville, comme une couverture qu'on tire sur un corps fatigué. Je me suis dit que, peut-être, il n'était pas trop tard pour remettre un peu d'ordre dans mes papiers, dans ma mémoire, dans ma vie. Je me suis retournée vers la table. La boîte brillait dans la lumière grise. Un objet banal, devenu symbole. J'ai murmuré, à voix basse, comme une promesse. « Tu voulais me réduire à des miettes, Paul. Tu verras ce qu'une miette peut faire quand elle se relève. » Et j'ai refermé la boîte avec un petit clic sec. Le bruit exact d'un cœur qui décide de battre autrement. Il y a longtemps,
Ma vie avait l'odeur du pain chaud et du café du matin. Quand j'y repense, c'est toujours l'odeur qui revient, la première, celle du four qui s'ouvre, de la farine qui vole un peu dans la lumière, du craquement de la croûte qu'on écoute comme une musique. Notre boulangerie, à Dijon, était minuscule mais vivante. André disait souvent que le bonheur se mesurait au nombre de baguettes qui sortaient du four avant midi. Nous étions jeunes, maladroits, amoureux, il pétrissait, je façonnais, et le dimanche, nous partagions un croissant encore tiède en nous disant qu'on avait gagné notre journée. Les enfants couraient entre les sacs de farine. Paul, toujours pressé, demandait « Quand est-ce qu'on aura une vraie maison, pas juste celle qui sent le pain ?» Et moi, je répondais « Quand tu sauras en faire un aussi bon, mon grand. » Il riait, puis filait au fond du magasin pour piquer une brioche. Anne, sa cadette, était plus douce. Elle dessinait des fleurs sur les sacs vides, s'inventait des mondes au milieu du bruit des pétrins. C'était une vie simple, mais pleine. Le bonheur n'avait rien de spectaculaire. Seulement ce rythme régulier levé avant l'aube, le four qui respire, la farine sur les bras, la fatigue heureuse du soir. André disait « Tant que ça sent le pain, ça veut dire qu'on est debout. » Puis les années ont passé. Les enfants sont partis. Paul à Paris, Anne à Lyon. La boulangerie a été vendue, le four éteint. La maison, elle, est restée, comme une coquille pleine d'écho. Les odeurs s'y sont éteintes lentement, mais la mémoire, elle, n'a jamais quitté les murs. Je m'étais promis de la garder propre, droite, ordonnée comme un petit hôtel à ce que nous avions construit. André est parti un matin d'automne. Un infarctus. Rapide, net, comme s'il avait voulu m'éviter la douleur d'un long adieu. Le four, ce jour-là, ne s'est pas allumé. Je me souviens m'être assise à la table, les mains sur le tablier, sans savoir quoi faire d'elle. Puis, au bout d'un long silence, j'ai murmuré. Je continuerai de pétrir la pâte, même si le four est froid. C'était une promesse à moi-même, plus qu'à lui. Continuer. Faire quelque chose de mes mains, même seule. Alors j'ai recommencé à cuisiner, à façonner des biscuits pas pour vendre, mais pour offrir. Chaque Noël, j'en faisais des boîtes. Sablés, croquants, petits beurre. J'en envoyais à Paul, à Anne, à leurs enfants. C'était ma façon de leur dire « Je suis encore là. Je veille. » Je soignais chaque détail. Les rubans dorés, les papiers de soie, les mots écrits à la main. « Pour toi, mon fils, que la douceur reste dans ta vie. » Les années ont passé et les réponses sont devenues plus brèves. « Merci, maman. » Très bon, comme toujours. Puis un simple SMS, parfois un silence. Mais je continuais, parce que faire des biscuits, c'était encore une manière d'aimer. Et aussi, être, d'exister. L'hiver dernier, pourtant, mes mains tremblaient trop. Le four m'a paru lourd, le sucre trop fin, la pâte trop épaisse. Je me suis dit, cette année, non, pas de biscuits. Qu'il me pardonne, je suis fatiguée. Je n'ai rien envoyé. Pas un mot, pas un colis. J'ai attendu, un peu honteuse, un peu curieuse aussi. Et voilà ce que j'ai reçu en retour. Une boîte de biscuits industriels, cassée, sans mots. Je l'ai regardée, là, sur la table, et j'ai compris que le vide ne se creuse pas en un jour. Il s'installe petit à petit, comme la poussière sur un four qu'on n'allume plus. Les gestes que j'avais répétés toute une vie, donnés, préparés, enveloppés avec soin, avaient fini par ne plus avoir de répondant. C'est étrange comme les choses simples deviennent symboles quand tout s'effondre. Un pain chaud, une boîte de biscuits, un mot qu'on n'écrit plus. La miette d'amour qu'on envoie finit par ne plus trouver de bouche pour la recevoir. Et dans ce silence, je crois que j'ai senti le véritable froid de l'hiver. Mais en moi, quelque chose résistait, encore une part de pâte qui refusait de durcir. Au début, ce n'était rien ou presque rien. Des petits retards d'appel, des anniversaires oubliés, des désolés mamans. Le temps file dit sur un ton léger, presque sincère. J'y voyais de la fatigue, pas de l'indifférence. Je me disais que la vie moderne était ainsi, que Paul et Élodie avaient leurs obligations, leurs enfants, leurs soucis. Alors j'attendais, patiemment, comme on attend la sortie du four, convaincu que le parfum finirait par revenir jusqu'à moi. Mais les semaines sont devenues des mois. Les conversations, des bulletins administratifs. Tu as reçu la facture d'eau? Je t'ai renouvelé ton abonnement EDF. Plus jamais un « comment tu vas, maman ?» Je me surprenais
à guetter leur numéro sur l'écran du téléphone, et quand il sonnait enfin, c'était pour une question de signature, de code, de dossier à renvoyer. Leur voix avait perdu le grain de tendresse. Elle sonnait comme une formalité. Un jour, je leur ai proposé de venir déjeuner, un simple dimanche. Paul m'a répondu « Tu sais, maman, la vie à Paris, c'est la course, on verra quand on descendra. » Ils ne sont jamais descendus. J'ai fait le rôti quand même, pour ne pas perdre la main. Et j'ai mangé seul, face à la table dressée pour 3. La radio parlait trop fort, j'ai éteint. Le silence, à force, devient un bruit qu'on connaît. L'été suivant, ils sont venus, pour 2 jours. Je les ai trouvés changés élégants, pressés, urbains. La maison leur paraissait petite, étroite, trop calme. Élodie a regardé mes biscuits sur la table et a ri. Ces vieux gâteaux maison, c'est plein de sucre et de nostalgie. Aujourd'hui, tout le monde fait attention à sa santé, vous savez. J'ai souri, sans répondre. Mais j'ai senti mes joues se serrer. Comme si elles venaient d'y coller une étiquette, vieille époque. Paul a levé les yeux du téléphone. Ne prends pas ça mal, maman. Élodie dit ça pour toi, pour que tu restes en forme. Rester en forme. 2 mots polis pour dire « reste à ta place ». J'ai débarrassé la table sans un mot. Quand ils sont repartis, j'ai retrouvé dans la poubelle les biscuits à moitié mangés. Le lendemain, j'ai arrêté d'en faire. Puis, petit à petit, les gestes anodins ont changé de sens. Paul a commencé à s'occuper de ma retraite. Il m'a dit qu'il serait plus simple que les papiers passent par lui, que tout soit centralisé. Je n'ai pas protesté. Je pensais qu'il voulait m'aider, qu'il était prudent. Mais j'ai senti, sans pouvoir le dire, que quelque chose se déplaçait. Ma confiance, mes clés, ma voix. Je t'ai changé ton contrat d'assurance, maman. Tu n'as rien à faire. J'ai pris la main sur ton compte pour que tout soit plus fluide. Des phrases tranquilles, dites sur un ton rassurant, mais où chaque mot effaçait un peu plus ma place dans le monde. À force de vouloir simplifier, il me simplifiait moi. Je devenais une fonction, un IBAN, une signature, un héritage en attente. Je le voyais, je le sentais, mais je n'avais pas encore les mots. Alors, le soir, je prenais mon carnet noir et j'écrivais des phrases, comme on écrit des miettes de soie pour ne pas disparaître tout à fait. Ce jour-là, j'ai noté. On ne m'efface pas d'un coup, on m'effrite comme un biscuit. Chaque ligne me semblait une résistance minuscule, un moyen de garder une forme, un goût, avant de devenir poudre. Et pourtant, je continuais à leur sourire quand ils m'appelaient, à dire « merci mon grand » quand Paul me promettait d'arranger quelque chose. Je n'étais pas naïve. J'étais juste fatiguée de devoir prouver que j'existais encore. Le soir, je rangeais ma vaisselle dans le buffet, et en refermant la porte, j'avais cette pensée étrange. Ce qu'ils appellent m'aider, c'est déjà commencé à me remplacer. Alors, j'ai mis la clé du buffet dans le tiroir du bas, et j'ai décidé que le jour où ils viendraient la chercher, ce serait le signe qu'ils avaient vraiment cessé de me voir. Le courrier est arrivé un lundi matin, glissé entre une publicité pour des canapés et un catalogue de supermarché. Une enveloppe blanche, plus lourde que les autres, avec le logo de ma banque imprimé en bleu. Je l'ai ouverte en pensant à une simple mise à jour de relever les chiffres, les taux, ces choses que je regarde distraitement avant de les ranger dans la boîte à lettres morte. Mais cette fois, les lignes semblaient se moquer de moi. Solde du livret d'épargne, 0 €. Motif, transfert de fonds, rénovation résidence familiale, autorisation du mandataire. J'ai lu 3 fois la phrase sans comprendre. Mandataire. Le mot m'a traversé comme une gifle. Paul. J'ai reposé la feuille sur la table. Mes mains tremblaient, non de peur, mais d'un mélange d'incrédulité et de colère sourde. Le livret d'épargne. C'était notre trésor d'ombre, à André et moi. Chaque franc, chaque euro mis de côté, c'était une part de nos matins glacés à la boulangerie, nos réveils à 4 heures, nos sacs de farine portés à 2. Ce compte-là, c'était la récompense de toute une vie droite. Et mon propre fils y avait puisé, comme on se sert dans un pot de confiture oublié. Je me suis assise, le papier froissé dans la main. J'ai senti ma gorge se serrer, mais je ne voulais pas pleurer. Pas encore. Il fallait d'abord comprendre. J'ai appelé la banque. Une voix mécanique, polie, m'a transféré à une conseillère. Madame Delaunay, le virement a été effectué par votre mandataire, Monsieur Paul Delaunay, le 5 novembre. La procuration signée en 2016 est toujours valide.
Mais je n'ai jamais autorisé un transfert pareil. Nous avons bien sa signature et la vôtre, madame. La mienne? J'ai senti le vide s'ouvrir sous mes pieds. Oui, ma signature, celle d'il y a 7 ans, sur un document que j'avais signé un soir de fièvre pour lui simplifier la vie. Un geste d'amour transformé en arme. J'ai raccroché. La maison paraissait soudain immense, déserte, glacée. Les horloges s'étaient arrêtées sur le même battement. Je suis allée jusqu'à la fenêtre. Dehors, la neige commençait à tomber sur le jardin vide. Tout semblait paisible, mais à l'intérieur, quelque chose venait de se rompre pour de bon. Je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon carnet noir. Et j'ai écrit, lentement, d'une écriture droite malgré le tremblement de mes doigts, « Ils ont mangé mes économies comme on finit une boîte de gâteaux. » J'ai posé le stylo. La phrase était dure, presque trop juste. Mais elle disait tout. La gourmandise, l'ingratitude, la désinvolture. On ne m'avait pas volé pour survivre. On m'avait vidé pour confort. Alors, j'ai regardé autour de moi. Les meubles, les photos, les rideaux. Je me suis dit non. Je ne serai pas la vieille femme qu'on dupe. Je serai celle qui signe. Le lendemain, j'ai sorti mon manteau de laine, le bon, celui qu'André aimait, et je suis partie à pied jusqu'au commissariat. Le vent était sec, coupant, mais je marchais droit. La jeune femme à l'accueil m'a souri gentiment. « Vous venez pour déposer plainte, madame ?» J'ai hoché la tête. « Oui, pour un abus de confiance. » Elle m'a demandé le nom du responsable. J'ai hésité une seconde avant de le dire à voix haute. « Mon fils. » Elle a relevé les yeux, gênée. Mais je n'ai pas baissé les miens. J'ai décrit calmement la procuration, le virement, les dates. Elle a pris des notes, m'a tendu un formulaire. Le stylo a pesé dans ma main comme une arme nouvelle. Je l'ai tenu fermement, j'ai signé en bas de la page. Une signature ferme, nette, sans tremblement. La première que je signais pour moi depuis longtemps. En sortant, le froid m'a saisi de nouveau, mais il me semblait moins mordant. Je marchais plus lentement, plus droite. Chaque pas sonnait comme une phrase claire. Je ne suis plus leur oubli, je suis ma preuve. Le soir, en rentrant, j'ai remis le courrier de la banque dans la boîte de fer où je range mes papiers importants. Et sur la boîte vide de biscuits, posée sur la table, j'ai déposé mon stylo, comme pour lui dire « À ton tour, maintenant, d'être témoin ». Les nuits suivantes furent longues, étirées comme une pâte qu'on pétrit trop. Je ne dormais plus vraiment, je somnolais par bribes, le cœur battant au rythme du radiateur. Sur ma table de chevet, il y avait la photo d'André, sa main levée, son tablier taché de farine, son sourire fatigué mais fier. Je la regardais dans l'ombre, comme on attend qu'un visage ancien réponde à une question qu'on n'a jamais osé poser. Une nuit, à voix basse, je lui ai parlé. « Tu vois, mon vieux, nos enfants ont troqué le beurre contre le mépris. » C'était sorti tout seul, sans colère, presque avec tendresse. Je crois qu'il aurait ri de cette phrase. Il disait toujours que dans la vie, tout finit par se mesurer à ce qu'on a mis de soi dans la pâte. Et moi, j'y avais mis mes mains, mes années, mes gestes, mon amour, tout. Et voilà que mon fils, celui que j'avais nourri, venait de m'enlever jusqu'à l'idée du partage. Je me levais souvent vers 4 heures, l'heure des boulangers, par réflexe. Je faisais chauffer un peu d'eau, buvais mon café en silence, regardant les lumières de la ville s'allumer une à une. Je pensais à Paul, à Élodie, à ce mot famille qui sonnait désormais creux. Les souvenirs se mélangeaient aux chiffres, les odeurs du pain aux signatures volées. Il y avait dans ma tête un mélange de honte et de lucidité. Un goût amer mais clair, celui du réveil. Un après-midi, en descendant chercher le courrier, j'ai croisé ma voisine, Madame Desforges, une femme vive, à la retraite depuis peu. Elle avait travaillé à la mairie, au service d'état civil. Elle m'a regardé longtemps avant de me dire doucement « Vous avez une tête à ne pas dormir, vous. Qu'est-ce qu'ils vous ont encore fait, vos grands ?» Je lui ai raconté, sans pleurer, sans m'attendrir. Juste les faits. Le livret vidé, la procuration ancienne, la signature. Elle m'a écouté sans m'interrompre, puis a dit d'une voix ferme « Faites une main courante, et surtout, changez de banque. On ne se laisse pas voler 2 fois, Madame Delaunay. La première fois par l'argent, la seconde par le silence. » Ces mots ont résonné en moi comme un ordre ancien, familier. Je lui ai souri, timidement, puis je suis remontée chez moi. J'ai sorti mon carnet noir. Il était posé là, ouvert sur la dernière phrase. « Ils ont mangé mes économies comme on finit une boîte de gâteaux. »
En dessous, j'ai écrit, plus lentement, comme on trace une carte avant de partir. Banque, notaire, avocate, vérité. Pas vengeance, pas colère, vérité. Le mot m'a semblé propre, solide, presque chaud. C'était devenu un plan, une trajectoire. Je n'étais plus une vieille femme humiliée, j'étais une femme qui allait remettre ses comptes en ordre. Pas seulement les chiffres, les comptes moraux aussi. Je me suis regardée dans le miroir de l'entrée. Mes cheveux gris, mes rides, mes mains tavelées mais dans mes yeux, il y avait autre chose, une précision. La fatigue s'était changée en clarté. Je me suis dit, à voix basse, la tendresse sans respect n'est qu'un emballage vide. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti une forme de paix. Pas celle qu'on reçoit, mais celle qu'on se fabrique soi-même, comme un pain qu'on prépare pour le lendemain. Je savais ce qu'il me restait à faire, signer encore, mais cette fois pour moi. Maître Delorme m'a reçu dans un bureau qui sentait le bois ciré et le papier sérieux. Il avait ce regard qui ne juge pas et ses mains qui savent trier les choses compliquées en listes et en solutions. Quand je lui ai posé l'enveloppe contenant le relevé vide et la copie de la procuration, il a pris le temps de tout lire, sans rien laisser passer. « Madame Delaunay, a-t-il dit enfin, il y a ici des éléments qui suggèrent un usage frauduleux de la procuration. Celle-ci est beaucoup trop large, et plusieurs opérations ne correspondent pas à votre situation. Nous pouvons demander le gel conservatoire des sommes et saisir la banque. » Ces mots, administratifs et calmes, m'ont rendu un peu de paix. J'avais imaginé des hurlements, des tempêtes. On m'offrait une procédure. La loi, parfois, a cette manière d'étreindre les situations avec une politesse qui rassure. Nous avons signé ensemble une demande de blocage des opérations liées à la cession. Maître Delorme a contacté la banque, a réclamé un constat et a préparé, en mon nom, une mise en demeure adressée à Paul. Il m'a expliqué chaque étape avec la patience d'un instituteur qui montre à son élève comment tracer une ligne droite. Constat d'huissier, demande de mesures conservatoires, notification au parquet si nécessaire. Tout ce qu'il fallait pour que la violence devienne dossier et que le dossier devienne droit. En sortant du cabinet, j'avais dans la poche une copie tamponnée, preuve que j'existais encore dans le registre des choses tangibles. J'ai pensé à André, à ses manières simples de réparer une étagère. J'ai pensé que la réparation pouvait aussi prendre la forme d'un acte public, sérieux, sans éclat. J'ai ensuite rencontré Maître Clément, avocate, une femme aux cheveux courts, qui m'a parlé sans détour de l'abus de faiblesse et du faux en écriture publique. Elle a rédigé la plainte, et nous l'avons déposée au commissariat. J'ai dû relire des passages que je pensais réservés aux romans policiers, recel, usage frauduleux, mise en demeure, et les écrire m'a donné une force nouvelle, comme si chaque mot posait une pierre sur un chemin qui menait loin du silence. Parallèlement aux démarches judiciaires, j'ai pris des mesures plus humbles, mais non moins essentielles. J'ai fermé le compte joint, où, sans m'en rendre compte, mes économies étaient devenues disponibles pour d'autres. J'ai ouvert un nouveau livret à mon nom, dans une agence où l'on me connaît à peine, mais où personne n'aurait l'idée d'utiliser une procuration à ma place. Le conseiller m'a regardé, respectueux, lorsque j'ai demandé qu'aucune procuration ne soit acceptée sans ma présence physique. J'ai choisi les mots comme on choisit une farine, la meilleure, la plus simple. Puis, avec Maître Delorme, j'ai rédigé un testament clair et net, rien de spectaculaire. Simplement la décision prise calmement, sans colère que la maison, mes carnets de recettes et toutes les petites choses que j'avais patiemment gardées iraient à Manon, ma petite fille qui, enfant, demandait toujours « Mamie, tu me montreras la recette du 4/4 ?» Je n'avais pas l'intention de punir pour punir. Je voulais que ce qui restait de mon travail et de ma mémoire aille à quelqu'un qui en ferait un usage d'amour et non de coffre-fort. La boîte de biscuits creuse, que j'avais reçue comme un carton cadeau, a trouvé sa place dans le tiroir du bas de la commode. Je la garde comme un signe, un talisman discret, ne jamais signer sans lire. Chaque fois que j'ouvre le tiroir, je la vois, et je me rappelle pourquoi j'ai commencé ces démarches. Il n'y a eu ni cri, ni parade. Tout s'est déroulé dans l'ordre net des textes, des courriers recommandés, des tampons et des dates. C'était une revanche sans tambour, faite de chancellerie et de signatures. Et pourtant, elle portait la même rigueur que les gestes d'autrefois. Pétrir la pâte, surveiller la cuisson, laisser reposer.
Quand je refermais les dossiers chez moi, tard dans la soirée, j'ai posé la main sur le carnet et à voix basse, j'ai murmuré la phrase qui revenait depuis des jours. Je ne suis plus leur dessert, je serai leur leçon. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse, calme et précise. À l'âge où l'on attend qu'on nous emballe, j'apprenais à déballer la vérité. La convocation avait été envoyée par courrier recommandé, sobrement, réunion de régularisation patrimoniale, présence obligatoire. J'y ai vu la main de Maître Delorme, précise, élégante, sans une once de colère. Le jour dit, le ciel était gris perle, un de ces ciels qui ressemblent à la pâte avant cuisson, encore sans couleur, encore fragile. Je suis arrivé en avance, comme toujours. Le secrétariat sentait l'encre et la cire. Dans la salle d'attente, il y avait une pendule qui battait lentement, comme pour rappeler que le temps, lui, n'obéit à personne. Paul est arrivé le premier, accompagné d'Élodie. Ils avaient ce visage lisse des gens persuadés de venir régler une formalité. Un sourire poli, presque condescendant, comme si tout cela n'était qu'un malentendu administratif. Élodie a posé sa main sur le bras de mon fils. On va clarifier tout ça, ne t'inquiète pas. Je n'ai rien dit. Je regardais leurs gestes, leurs regards, cette manière de s'approprier même l'espace, comme s'ils en détenaient le titre de propriété. Maître Delorme est entré. Son regard, à lui, n'avait rien changé. Sérieux, neutre, mais une lumière tranquille dans les yeux. Il s'est assis, a ouvert son dossier d'un geste mesuré. « Merci d'être venu. Nous allons faire le point sur la situation juridique des biens de Madame Delaunay. » Paul s'est penché, confiant. « Oui, justement, je voulais m'assurer que tout est en ordre. Nous avons beaucoup à gérer, vous comprenez, et maman n'est plus très à l'aise avec tout ça. » Une phrase si polie, si froide, qu'elle aurait pu être écrite par un avocat d'affaires. Maître Delorme n'a pas répondu tout de suite. Il a sorti une chemise cartonnée rouge, celle que je connaissais bien. Et d'une voix parfaitement calme, il a commencé à lire. Exploitation frauduleuse d'une procuration établie en 2016. Transfert de fonds non autorisés, usage abusif d'un mandat expiré. Par conséquent, l'ensemble des opérations effectuées sur le compte de Madame Delaunay est désormais annulé. Une plainte a été transmise au parquet pour suite à donner. Silence. Paul a blêmi, lentement. Son menton tremblait légèrement. Élodie a baissé les yeux, puis a tenté un sourire fragile. C'était pour la simplifier la vie. Vous savez comment elle est, toujours à s'inquiéter de tout. Je l'ai regardée, calmement. Pas avec mépris, non. Avec cette forme de tristesse lucide qu'on réserve aux gens qui ont confondu aide et prise de pouvoir. Vous l'avez simplifié, oui. Trop. Rien d'autre. Ma voix n'a pas tremblé. C'était une phrase droite, comme une lame propre. Maître Delorme a poursuivi, impassible. Le partage initial des avoirs est annulé. L'acte rectificatif est prêt. Madame Delaunay retrouve la pleine jouissance de ses biens. Il a fait glisser une feuille vers moi, puis a ajouté, d'un ton doux, « Il vous suffit de signer ici, madame. » J'ai pris le stylo. Je l'ai tenu sans hâte, sans fierté excessive. J'ai signé. Un trait net. Celui d'une femme qui clôt quelque chose, pas d'une femme qui gagne. Paul n'a rien dit. Il regardait le sol, les poings serrés sur ses genoux. Je crois qu'il comprenait, à cet instant, qu'on peut perdre une mère sans qu'elle meure, il suffit qu'elle cesse de vous regarder comme avant. Je me suis levée, doucement. J'ai rangé mes papiers, salué le notaire d'un signe de tête. Élodie a tenté un mot, un maman, timide, mais il s'est perdu dans l'air épais. Je n'ai pas répondu. En sortant, le vent m'a frappé au visage. Il faisait froid, mais j'ai inspiré profondément. Le ciel s'était dégagé, presque clair. J'ai marché lentement sur le trottoir, mon dossier serré contre moi. Aucune victoire criée, aucun triomphe. Juste cette paix silencieuse qu'on ressent quand la balance, enfin, revient à son équilibre naturel. Je me suis dit, en descendant vers la place, la justice, parfois, ne fait pas de bruit, elle respire. Et moi, ce jour-là, j'ai respiré pour la première fois depuis longtemps. Les jours qui ont suivi la confrontation ont eu une texture étrange, ni amère ni douce. Un silence propre, lavé, presque neuf, s'est installé dans la maison. On aurait dit qu'elle respirait autrement, débarrassée du poids invisible des non-dits. Paul n'a pas rappelé. Il n'a pas répondu au courrier du notaire, ni aux lettres recommandées.
Quelques semaines plus tard, j'ai appris, par un voisin de sa résidence secondaire, qu'il était parti à Lisbonne pour quelques mois. Fuir, toujours plus facile que regarder en face ce qu'on a brisé. Je n'ai rien ressenti, ni vengeance, ni peine. Seulement une forme de distance définitive, comme quand on ferme une porte à clé, mais de l'intérieur, cette fois. Élodie, elle, a tenté 2 ou 3 messages. Des phrases maladroites. On ne voulait pas te blesser. On a mal géré les choses. Je les ai lues sans colère. Je n'ai pas répondu. Le pardon ne se donne pas par SMS, et il ne s'achète pas en pièces jointes. Il se mérite dans la durée, par le silence, par la reconnaissance simple du tort commis, pas par des mots pressés. C'est Manon qui a ramené la lumière. Un samedi, sans prévenir, elle est descendue du train, un petit sac sur l'épaule, ses cheveux lâchés comme quand elle était enfant. Elle a frappé doucement à ma porte. Quand j'ai ouvert, elle m'a tendu un sachet en papier. Dedans, il y avait une boîte métallique. Neuve. Pour toi, mamie. Pas pour t'offrir des biscuits pour qu'on en fasse ensemble. Nous avons ri, toutes les deux, un rire fragile mais vivant. Je crois qu'à cet instant, j'ai compris que la transmission pouvait sauter une génération et tomber juste. Manon revenait chaque mois. Elle m'aidait à trier les papiers, à ranger les recettes, à classer les cahiers. Je lui racontais l'histoire de chaque tarte, de chaque gâteau, comme d'autres racontent des batailles. Elle notait tout patiemment, dans un petit carnet vert. Les voisins, eux, observaient sans poser de questions. Ils murmuraient, sur le ton discret des confidences admiratives. Elle a tout repris, sans hausser la voix. Je crois que cette phrase m'a fait plus de bien qu'un jugement ou qu'un héritage. Ne pas avoir crié, ne pas avoir frappé, et pourtant avoir remis les choses à leur place. C'était ma victoire. J'ai entrepris de vider la maison, doucement. Chaque tiroir, chaque placard avait son lot de souvenirs et de papier jauni. Les carnets de recettes ont rejoint une valise en cuir que j'avais gardée depuis mes 20 ans. Les vêtements d'André sont partis au secours catholique. Les vieilles boîtes de farine rouillées, à la benne. Sur la table, il ne restait qu'un objet, la boîte de biscuits vide. Je n'ai jamais eu le cœur de la jeter. Elle est devenue, malgré elle, mon témoin muet, le symbole d'une trahison transformée en leçon. Chaque fois que je la voyais, je me rappelais que tout commence par de petites choses. Une signature, un oubli, une boîte qu'on croit offerte par amour. Le soir, je me faisais du thé, je m'asseyais face à elle et je souriais doucement. Elle n'était plus le souvenir d'un mépris. Elle était devenue la preuve de ma résilience. Et dans le silence du soir, je sentais qu'André aurait été fier. La Rochelle m'a accueillie comme on accueille une vieille amie qu'on croyait perdue. Un matin de mars, j'ai posé ma valise dans un petit appartement au 3e étage, face au port. Les mouettes criaient, le vent avait cette odeur de sel et de café chaud. La mer, toujours changeante, me rappelait que tout peut bouger sans se détruire. Je n'avais presque rien emporté. Quelques robes, mes carnets et la boîte de biscuits vide. Je l'ai posée sur une étagère, à côté d'une photo d'André et d'un vase transparent. Dans la lumière du matin, elle brillait un peu un éclat métallique qui me semblait presque apaisé. Elle n'était plus un rappel de l'humiliation. Elle était devenue un repère. Mes journées ont pris une cadence nouvelle, simple, précise. Le matin, je descends au marché. Les commerçants me connaissent déjà. « Bonjour, madame la boulangère », me dit-on encore parfois, même si cela fait 20 ans que j'ai fermé la boutique. Je souris, je choisis mes fruits, mes œufs, un peu de beurre doux. Je remonte par les ruelles pavées, le panier au bras, légère. L'après-midi, je couds un peu. Je reprends des vêtements anciens, je les ajuste, je les recouds avec une lenteur tranquille. J'ai retrouvé dans le fil et l'aiguille une forme de respiration. La patience qui raccommode ce que le temps ou la douleur ont déchiré. Parfois, je pense que la couture et la justice se ressemblent. Toutes deux demandent des gestes précis et silencieux. Manon vient souvent le week-end. Nous allons boire un café en terrasse, face au voilier. Elle parle de ses études, de ses rêves de devenir photographe. Je l'écoute, fascinée par cette jeunesse qui ne craint plus rien. Elle rit fort, elle dit souvent « Mamie, tu sais, t'as plus d'aigreur que les jeunes de mon âge. » Je ris aussi. Peut-être parce qu'elle a raison. Je lui ai écrit une lettre que j'ai glissée dans un carnet bleu. J'ai troqué la maison contre la mer et la douleur contre la clarté. Les vagues ne gardent rien, elles effacent pour recommencer. C'est ainsi que je veux vivre désormais, dans le mouvement,
pas dans le manque. Le soir, je ferme les volets en regardant les reflets du port. Les mâts grincent, le vent passe sous la fenêtre, et ce bruit léger me berce mieux qu'une prière. Je ne suis plus dans l'attente d'un appel, d'un pardon, d'une reconnaissance. J'ai appris à ne plus attendre seulement à être. La boîte de biscuits est toujours là, sur l'étagère. Parfois, je la touche du bout des doigts, comme pour vérifier qu'elle existe encore. Elle me rappelle tout le chemin parcouru, la femme que j'étais, la femme que je suis redevenue. Et souvent, dans le silence du soir, je me surprends à murmurer. On m'a offert le vide, j'en ai fait ma liberté. Alors, je souris. Parce qu'à cet âge, la vraie victoire n'est plus de reprendre ce qu'on nous a pris, mais d'apprendre à vivre pleinement avec ce qu'on a choisi de garder. La paix. Le soir tombe doucement sur La Rochelle. Le ciel a cette teinte entre rose et cuivre que je n'avais plus vue depuis mes années de jeunesse. Je suis seule à ma table, une tasse de thé tiédi près de moi, et le bruit des vagues monte par la fenêtre entr'ouverte. Sur la table, il y a mon vieux carnet, à la couverture bordeaux, celui que j'ai commencé le jour où tout a basculé. Je l'ouvre lentement. La première phrase me saute aux yeux, écrite d'une main tremblante mais droite. J'ai reçu une boîte de biscuits. Je souris. Cette phrase, autrefois, me faisait pleurer. Aujourd'hui, elle me fait rire un rire discret, de ceux qui réparent. Alors, je prends mon stylo et j'ajoute, juste en dessous. C'était une boîte vide. J'y ai mis ma force. Je referme un instant les yeux. Tout remonte, mais sans douleur. Le colis sans mots, les biscuits cassés, la honte, la colère muette, puis les démarches, les signatures, les regards fuyants, la vérité qui se retourne enfin vers la lumière. C'est étrange, comme les blessures finissent par devenir des frontières. On ne les franchit plus, mais on sait qu'on les a traversées. Je me parle à voix basse, comme si André était encore là, assis en face de moi, un peu penché sur sa tasse. Tu vois, mon vieux, je n'ai pas crié, je n'ai pas supplié. J'ai écrit, j'ai signé et j'ai tenu. Je regarde la boîte de biscuits sur l'étagère. Elle reflète la lueur dorée du lampadaire extérieur. Son métal est un peu cabossé, mais elle tient bon comme moi. Dedans, j'ai mis quelques papiers, une photo de Manon enfant, une lettre du notaire et un ruban bleu. C'est mon coffre de vérité. Modeste, discret, indestructible. Je reprends le carnet une dernière fois. Le stylo glisse, lentement. On m'a traité comme une vieille boîte qu'on range, mais j'ai prouvé qu'on peut encore contenir la vérité. J'ai perdu les miettes, pas le goût. Je pose le stylo. La phrase reste suspendue dans le silence, comme une respiration aboutie. Je sens en moi cette paix rare, celle qui ne vient pas de la revanche, mais de la clarté. Rien à prouver, rien à reprendre. Seulement exister, entière, malgré tout. Je me lève, vais jusqu'à la fenêtre. Dehors, le vent de l'Atlantique s'engouffre, frais, presque vif. Il fait bouger doucement les rideaux, il caresse mes joues comme une main familière. Je murmure alors, sans trembler. Le silence peut aussi être une forme de justice. Puis, je ferme le carnet, doucement. Sur la table, la boîte de biscuits reste ouverte, son couvercle légèrement incliné. Un peu de lumière du soir s'y dépose, dorée, paisible. Dehors, la mer respire, indifférente et immense. Et moi, enfin, je respire avec elle.